Le pont au Renoncule avait toujours été un endroit paisible. Ses arches de pierre étaient adoucies par le soleil, des fleurs sauvages ondulaient dans les haies, et la rivière Chiam coulait en dessous avec une lenteur estivale. C'était le genre de pont où les jeunes amoureux gravaient leurs initiales, où les enfants se penchaient pour observer les vairons et où les dames âgées s'admiraient lors de leur promenade l'après-midi. On ne s'attendait jamais à y voir quoi que ce soit de maléfique ou de fâcheux. C'est pourquoi la vue d'un homme gisant immobile sur ses briques pâles, un bras pendu vers l'eau qui coulait en contrebas, frappa si fort et si soudainement le cœur de St. Mary Mead. Mademoiselle Jane Marple s'arrêta, les mains serrant doucement la poignée de son panier en osier. Elle avait seulement l'intention d'aller chercher un petit pot de liniment à la pharmacie, puis de retourner à ses roses. Au lieu de cela, elle trouva M. Lionel Carroway, l'intendant du conseil local, plutôt fier de sa position, les lunettes de travers, une pâquerette jaune pâle écrasée sous sa joue. Un seul gant blanc reposait près de ses doigts. Un seul. Le second était introuvable. Les yeux bleus de mademoiselle Marple s'écarquillèrent à peine. Ce gant manquant était un détail curieux. Il lui vint immédiatement à l'esprit comme quelque chose qui n'allait pas, comme un bouton cousu de travers. « Ah, oh mon Dieu !» s'exclama madame Winifred Pierce, qui remontait l'allée en se dépêchant avec ses courses. « Est-ce qu'il... » Ce n'est pas possible. Mais M. Carroway ne bougeait pas. Il ne montrait même pas le moindre signe d'agacement, alors qu'il était connu pour cela. Il se plaignait toujours des budgets, des trottoirs et de l'inefficacité générale des autres. Mademoiselle Marple posa son panier. « Nous ne devons pas l'entourer, » murmura-t-elle. Et bien que sa voix fût aussi douce que d'habitude, tout le monde obéit sans poser de questions. « Nous allons immédiatement chercher le docteur Haydock. » Le jeune Tommy Pierce s'élança sur la route comme un terrier qui a flairé une proie. Madame Pierce s'efforça de garder son sang-froid, serrant son collier de perles d'une main tremblante. Mademoiselle Marple resta immobile, observant la position de Lionel. Il n'était pas effondré comme s'il s'était évanoui, mais disposé, presque délibérément. L'absence curieuse de lutte, la légère contusion qui se formait le long de sa mâchoire. Et ce gant solitaire, sa blancheur immaculée n'était entachée que par une fine traînée de quelque chose de brun rougeâtre le long du bord du poignet. De la peinture? De la rouille? Du sang? Difficile à dire pour l'instant. Mademoiselle Marple, dit une voix hésitante. C'était M. Arthur Gresham, un homme grand et mince qui avait l'habitude nerveuse de se racler la gorge. Il allait parfaitement bien lors de la réunion du comité paroissial hier soir. Il se plaignait comme d'habitude. Il tenta un petit rire, mais celui-ci s'éteignit rapidement. Aurait-il pu glisser? « Il fait beau, » répondit doucement mademoiselle Marple, les yeux tournés vers les pierres du pont. Sèches comme du vieux parchemin, pas d'algues, pas de gravier. Son regard se porta plus loin, vers la haie, derrière le pont, où un petit morceau de tissu blanc était accroché à une épine. Un autre fragment de gant, une déchirure causée par quelqu'un qui passait à la hâte. Elle nota également cela dans son esprit. Plusieurs autres villageois se rassemblèrent, formant un petit groupe qui chuchotait, sous le choc, Madame Clement, du jardin du presbytère, Monsieur Prothero avec son vélo, et la timide mademoiselle Laetitia Brand, dont les yeux semblaient en fixer sur le gant, comme s'il pouvait bondir et l'accuser à tout moment. Quand quelqu'un meurt de manière inattendue, dit doucement mademoiselle Marple à madame Pierce, on se demande toujours pourquoi il se trouvait précisément à cet endroit, à ce moment-là. Sa voix restait sereine, mais ses pensées allaient bon train. Lionel Carroway n'aimait pas la nature, ni même les ponts. Il préférait les routes goudronnées et les salles du conseil. Sa présence ici n'avait aucun sens. Une légère brise estivale se leva.
soulevant les boutons d'or et emportant avec elle le parfum subtil de la lavande, celui de mademoiselle Marple, qu'elle avait appliqué sur son col le matin même. Il dériva vers la rivière et se dispersa en ondulations dans l'air. Le docteur Haydock arriva enfin, vif et pragmatique comme toujours. Il s'agenouilla, vérifia le pouls et fronça les sourcils. Mort, depuis peu. Son regard perçant se posa brièvement sur mademoiselle Marple, comme pour reconnaître qu'ils comprenaient tous deux qu'il ne s'agissait pas d'un simple évanouissement. « Nous avons besoin de l'inspecteur Crabbe. » Madame Pierce eut un nouveau hoquet, plus dramatique cette fois. « Un meurtre à St. Mary Mead. » « Ne tirons pas de conclusions hâtives, » dit fermement le docteur Haydock. « Mais M. Carroway n'est pas tombé par accident. » Mademoiselle Marple se contenta d'acquiescer, l'air pensif, le gant blanc pris dans la haie, l'échymose sur la mâchoire de Lionel, le bouton d'or écrasé, symbole d'une joie douce et innocente, désormais meurtrie, sous le poids de la mort. Les motifs avaient leur propre façon d'apparaître tôt, réfléchit mademoiselle Marple. Une petite chose, une minuscule fleur, pouvait en venir à représenter quelque chose de tout à fait terrible avant la fin des événements. Alors que les villageois murmuraient leur détresse, elle observa chacun de leurs visages. Certains étaient purement choqués. D'autres, peut-être quelque chose de plus compliqué. Était-ce de la culpabilité qui vacillait sous les cils baissés de mademoiselle Laetitia Brand? Pourquoi M. Gresham évitait-il complètement de regarder le corps? Et Madame Clement, pourquoi était-elle si pâle et serrait-elle si fort son réticule? Les rumeurs commençaient déjà à circuler, s'accélérant comme toujours. Lionel s'était disputé avec quelqu'un la veille. Lionel détenait des secrets sur les nouveaux plans d'aménagement. Lionel avait été vu, assez tard, près du presbytère. Chacun avait sa version. La vérité était enfouie sous toutes ces rumeurs. Mademoiselle Marple attendait, patiente comme un chat au soleil. Le premier policier arriva pour sécuriser les lieux. Tommy revint en courant une fois de plus. Un silence curieux s'installa. Mademoiselle Marple regarda Lionel Carroway une dernière fois avant de s'éloigner. Quelqu'un s'était tenu ici avec lui sur ce pont tranquille. Quelqu'un s'était assuré qu'il ne s'en échapperait pas vivant. Et quelqu'un, quelque part parmi eux, tremblait maintenant derrière des sourires polis. Les boutons d'or se balancèrent dans la brise, comme s'ils saluaient un secret qui n'avait pas encore été révélé. La brise transportait encore cette trace de lavande, tandis que mademoiselle Marple s'éloignait un peu plus du pont Buttercup, prenant soin de ne pas perturber la scène. 2 agents de police lui barraient le passage, leurs bottes plantées avec plus d'assurance que de certitude. Ils étaient jeunes. St. Mary Mead ne demandait généralement pas grand-chose à sa police, si ce n'est de récupérer les vélos perdus ou de diriger les voyageurs égarés. Les boutons d'or près de la balustrade tremblaient doucement dans l'air. Mademoiselle Marple remarqua plusieurs pétales écrasés et éparpillés au-delà de l'endroit où gisait le corps de Lionel, comme si quelqu'un s'était agenouillé là quelques instants avant sa chute ou sa poussée. Une chose délicate, un bouton d'or. Il survivait rarement à une manipulation brutale. Il en allait de même, pensa-t-elle, pour la vérité dans un village. Derrière elle, le brouhaha des commérages s'intensifiait. Madame Clement parlait à voix basse, mais sans se taire. Monsieur Gresham s'évertuait à nier inutilement l'état de santé de Lionel, et mademoiselle Brand ne pouvait détacher son regard du sol humide, comme si quelque chose d'effroyable pouvait y germer à tout moment. Mademoiselle Marple adoucit son regard, joignant légèrement les mains, comme si elle ne pensait qu'à des motifs de broderie. Mais son attention s'aiguisa, classant les comportements aussi naturellement que si elle respirait. Madame Pierce avait déjà commencé à raconter les griefs passés, les disputes de Lionel au sujet du fonds pour le jardin du Conseil, la récente décision de supprimer les parterres de fleurs près du monument aux morts, qui avait beaucoup contrarié l'association des femmes. Il a dit que les renoncules étaient des mauvaises herbes,
renifla-t-elle, comme si cela justifiait à lui seul un acte malveillant. Les renoncules, encore. Un thème se dessinait, tissé à travers le village comme un avertissement subtil. « Ah, mademoiselle Marple !» L'inspecteur Crabbe s'approcha précipitamment, lui faisant un signe de tête mêlé de respect et de méfiance lasse. C'était un homme pragmatique qui aimait les réponses évidentes et l'ordre dans ses papiers. « On m'a dit que vous étiez la première arrivée sur les lieux. Je suis simplement la première à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas, » répondit-elle doucement. Elle ne lui en dit pas plus. La vérité aimait prendre son temps. Crabbe s'agenouilla près du corps de Lionel, fronçant les sourcils. Un seul coup à la mâchoire, suffisant pour l'assommer peut-être, mais une chute d'une telle hauteur aurait pu achever le travail. Il jeta un coup d'œil vers la rivière. Bien que ce ne soit pas une grande hauteur, il n'est pas tombé, dit Miss Marple calmement. Quelqu'un a arrangé les choses pour que cela ait l'air ainsi. Crabbe se redressa, les sourcils levés. Comment cela? Son regard se posa, sans vraiment pointer du doigt, sur l'épine de la haie qui retenait encore son morceau de tissu blanc. L'inspecteur suivit son regard et grogna. « Un gant déchiré. Quelqu'un est parti précipitamment. » Il recula, scrutant les visages. « Nous aurons besoin de vos dépositions, toutes les personnes présentes. » Les villageois réagirent comme une volée d'oiseaux effrayés. Dos raide, innocence forcée, mains jointes un peu trop soigneusement. Mademoiselle Marple observa chaque réaction, notant qui s'approchait et qui reculait. Madame Clement frottait nerveusement son alliance. Son mari, le vicaire, était parti assister à une conférence diocésaine. Sans lui, elle semblait exposée. Monsieur Gresham évita le corps comme s'il l'accusait personnellement, serrant son manteau plus fort alors que l'air était chaud. Lorsque Crabbe lui jeta un coup d'œil, il balbutia quelque chose à propos d'une affaire du conseil, insistant sur le fait qu'il était à la poste depuis tôt le matin. Mademoiselle Brand, cependant, semblait la plus bouleversée. Pas bruyamment, sans halètement dramatique, comme Madame Pierce, mais d'une horreur intime et tremblante. Mademoiselle Marple s'approcha gentiment. « Ma chère, vous semblez très bouleversée. » Mademoiselle Brand sursauta comme si elle avait été prise en flagrant délit. « Oh, Lionel était... Il pouvait être méchant, mais je n'ai jamais souhaité... » Ces mots s'évanouirent, laissant place à un silence qui n'était pas du tout confortable. L'inspecteur Crabbe griffonna des notes. « Vous le connaissiez bien. Nous aidions à remplir les papiers de la paroisse, » murmura-t-elle en joignant ses mains gantées. « Parfois tard le soir. » Une déclaration insignifiante, mais mademoiselle Marple sentit un frémissement derrière ces mots. De la peur, de la culpabilité ou de la perte. Les gens pleuraient pour la cruauté lorsqu'elle leur était familière. Le docteur Haydock s'approcha, la voix basse. La lividité commence à apparaître. Je dirais moins de 2 heures. Quelqu'un l'a rencontré ici tôt. Très tôt, avant l'ouverture de la pharmacie, avant que le village ne s'éveille. Mademoiselle Marple regarda à nouveau le bouton d'or écrasé sous la joue de Lionel. Une fleur simple, lumineuse et pleine d'espoir, abîmée par son poids. Un symbolisme forcé peut-être, mais le symbolisme suivait souvent le meurtre, comme un sombre écho du mobile. « Mademoiselle Marple ?» demanda doucement l'inspecteur Crabbe. « Avez-vous remarqué autre chose ?» Elle sourit sereinement. Seulement que les gens en révèlent toujours plus dans leur silence que dans leurs déclarations. Crabbe cligna des yeux, habitué à ces énigmes, mais jamais tout à fait à l'aise avec elles. « D'accord. Nous garderons cela à l'esprit. » Les villageois furent lentement congédiés, mais pas libérés du filet invisible qui se resserrait autour d'eux. Mademoiselle Marple se dirigea vers le village, d'un pas lent et pensif.
Des boutons d'or bordaient également le chemin, hochant la tête comme s'ils connaissaient des secrets. L'air de St. Mary Mead, habituellement rempli de l'innocence des fleurs blanches, était désormais chargé d'une légère vibration d'effroi. Quelqu'un avait brisé une vie ce matin-là, et quelque part, parmi les champs en fleurs et les cottages bien entretenus, marchait une personne qui croyait pouvoir cacher son péché sous le soleil. Mademoiselle Marple, avec ses aiguilles à tricoter et ses yeux bleus doux comme le ciel d'été, allait lui prouver qu'elle avait tout à fait tort. Mademoiselle Marple marcha lentement du pont Buttercup vers la High Street, son panier reposant une fois de plus dans le creux de son bras. Le soleil matinal brillait joyeusement sur St. Mary Mead, comme s'il était déterminé à nier que quelque chose de laid puisse exister sous une telle luminosité. Quelques papillons voletaient au-dessus de la verdure, leurs ailes scintillant près des boutons d'or qui fleurissaient avec une innocence insouciante. Elle s'arrêta pour les regarder, symbole doux de joie, désormais entaché de violence. Lorsque la beauté est écrasée, il faut se demander qui oserait appuyer du pied. Lionel Carroway avait de nombreuses raisons d'être la cible de ressentiments. Sa dernière campagne en date consistait à supprimer les parterres de fleurs sauvages afin de faire place à un parking plus grand, près de la rue principale. Mademoiselle Marple l'avait entendu déclarer la semaine dernière « Les boutons d'or, les marguerites, les myosotis, quelle nuisance ! Indomptable, désordonné. Nous devons civiliser cet endroit. » Cela n'avait plu à personne. Mais le mécontentement ne conduisait pas toujours au meurtre. Seuls certains types de cœurs pouvaient devenir aussi sombres. Ces pas la menèrent naturellement à la salle paroissiale, car elle soupçonnait que tous ceux qui souhaitaient parler à voix basse s'y rassembleraient bientôt. Effectivement, elle y trouva Madame Clement en train de faire exactement cela, s'essuyant les yeux tout en chuchotant avec véhémence à l'oreille du marguillier, Monsieur Potts. « Vous ne devez rien dire, absolument rien », insista Madame Clement, la voix tremblante comme les frondes d'une fougère dans un coup de vent soudain. « Ma chère madame, » murmura Monsieur Potts, « je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais être censé dire. » C'était une façon intéressante de formuler les choses, pensa Mademoiselle Marple. Les personnes innocentes craignent rarement leurs paroles. Elle fit semblant de ne pas les entendre et se tint poliment à proximité, lissant sa manche. Madame Clement sursauta lorsqu'elle remarqua sa présence et pâlit. « Oh, Mademoiselle Marple, quelle matinée horrible !» balbutia-t-elle. « J'ai encore du mal à y croire. »« C'est un choc », acquiesça doucement Mademoiselle Marple, « surtout quand quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre si tôt. Je crois comprendre que votre mari est absent. »« Oui, la conférence diocésaine. Quelle chance qu'il ne soit pas là pour voir tout cela. » Ses doigts s'agitaient comme des oiseaux pris au piège. « En effet, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Et vous n'avez pas vu M. Carroway avant qu'il se retrouve sur le pont ?» Les yeux de Madame Clement se baissèrent. « Non, bien sûr que non. » Un silence un peu trop long, une déglutition qui s'est arrêtée à mi-chemin. « Mademoiselle Marple lui adressa un petit sourire compatissant et continua son chemin. Mais elle emporta avec elle l'image de la main tremblante de Madame Clement, légèrement tachée de jaune. Du pollen de renoncule. Cela pouvait signifier beaucoup ou peu. Après tout, les Clément étaient des jardiniers passionnés. Les jardins bien entretenus pouvaient en cacher de nombreux secrets sous la terre. Alors qu'elle tournait au coin, des voix s'élevèrent du bureau du conseil, des voix aiguës et colériques. M. Gresham et Mme Prothero étaient à l'intérieur, chacun parlant plus fort que l'autre, des mots comme « financement » et « nous étions d'accord » ponctuant l'air. La porte était suffisamment ouverte pour que Mademoiselle Marple puisse jeter un œil à l'intérieur, sans avoir l'air de fouiner. Lionel n'avait pas le droit, siffla Mme Prothero. Il avait promis que le terrain de jeu resterait intact. « Et vous croyez que c'est ce que je voulais ?» rétorqua Gresham.
Il a imposé ses propres plans. Comme toujours. Leur frustration était sincère. Mais une colère sincère et une impulsion meurtrière n'étaient pas nécessairement synonymes. Mademoiselle Marple observa la main de Madame Prothero, qui serrait si fort la bandoulière de son sac à main que ses jointures blanchissaient. Un gant dépassait de l'intérieur, jaune, pas blanc, des gants de jardinage. Encore des boutons d'or. Elle s'éloigna avant qu'il ne la remarque. Elle aurait le temps de se renseigner plus poliment plus tard. Plus loin, Mademoiselle Laetitia Brand sortit de la bibliothèque, une lettre serrée contre sa poitrine. Son expression était crispée, comme si le papier lui-même lui faisait mal. Elle faillit entrer en collision avec Mademoiselle Marple. « Ah !» s'écria-t-elle, surprise. « Je ne vous avais pas vu. »« C'est tout à fait compréhensible, » dit Mademoiselle Marple d'un ton apaisant. Cette matinée a mis les nerfs à vif. Son regard se posa sur la lettre. « Mauvaise nouvelle ?» Mademoiselle Brand hésita. « Non, rien. Juste un avis de retard. Une broutille. » Elle replia la lettre trop rapidement. « Excusez-moi, je dois y retourner. » Et elle s'éloigna précipitamment, les mains tremblantes. Mademoiselle Marple remarqua une trace de pétales de bouton d'or légèrement écrasés sur l'ourlet de la jupe de Mademoiselle Brand. Curieux, comme les fleurs les suivaient tous aujourd'hui. De l'autre côté de la pelouse, des ouvriers avaient commencé à marquer la zone où Lionel voulait que la construction commence. Un homme s'arrêta pour regarder vers le pont, le front plissé d'inquiétude. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », marmonna-t-il lorsque Mademoiselle Marple passa devant lui. « Les boutons d'or seront enfin en paix, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. La paix, songea-t-elle, était souvent temporaire. La tromperie, une fois goûtée, avait tendance à se propager comme du lierre. Avant de rentrer chez elle, elle s'arrêta près de la haie, près du moulin à eau, un raccourci très apprécié par de nombreux villageois. Les boutons d'or y poussaient en abondance, cachant les empreintes de pas. Mademoiselle Marple se pencha avec précaution. Les pétales avaient été récemment aplatis. De la boue fraîche collait à une pierre. Quelqu'un était passé par là, à la hâte, avant l'aube. Quelqu'un qui croyait que les fleurs gardèrent le silence. Mademoiselle Marple se redressa, pensive. Les boutons d'or étaient délicats, mais il se souvenait du toucher. Chaque fleur écrasée, chaque tige déchirée enregistrait la trace de celui qui avait osé troubler leur innocence. Et tout comme les petites fleurs dans un vaste champ, la vérité, bien que fragile, avait tendance à fleurir là où on s'y attendait le moins. Elle devait maintenant rentrer chez elle, retrouver son panier à tricot et sa contemplation tranquille. Les réponses commençaient déjà à se former. Il fallait seulement de la patience pour qu'elles émergent pleinement. Alors que Mademoiselle Marple remontait dans la ruelle, un pétale de bouton d'or s'accrochait à la pointe de sa chaussure pratique, d'un doré éclatant sur le noir sobre. Un signe, peut-être, que l'obscurité et l'innocence étaient désormais liées sur un chemin qui mènerait à la révélation. Mademoiselle Marple retourna à son cottage sur Old Pasture Lane, le panier toujours au bras et le petit pétale brillant sur sa chaussure. La maison l'accueillit avec la dignité tranquille qu'elle préférait. Des rideaux en dentelle projetant des ombres douces, le parfum de la lavande séchant dans l'armoire à aérer, et le calme ordonné d'une vie consacrée aux petits détails qui comptent. Elle posa son panier sur le buffet, mais ne se précipita pas sur son tricot. Elle se dirigea plutôt vers la fenêtre donnant sur le jardin, un point de vue magnifique, offrant une excellente vue sur la ruelle. Les boutons d'or, le long de sa haie arrière, brillaient au soleil, leurs petites têtes dorées, presque provocantes dans leur gaieté. L'innocence pouvait être audacieuse lorsqu'elle était menacée. Elle remarqua quelqu'un qui se tenait immobile près du buisson de houx dans son jardin. Arthur Gresham.
Il ne ressemblait en rien au conseiller municipal efficace qu'il était d'habitude. Col défait, regard inquiet tourné vers la route, comme s'il avait peur d'être vu. Un homme qui avait quelque chose qu'il souhaitait désespérément enterrer. Ou avouer. Mademoiselle Marple sortit, les mains jointes. « Monsieur Gresham, quelle belle matinée pour une visite !» Il sursauta si brusquement qu'elle craignit qu'il ne laisse tomber l'objet qu'il tenait dans sa main. Un bouton d'or froissé, dont la tige était écrasée entre ses doigts. « Oh, mademoiselle Marple, je ne faisais que passer. » « Bien sûr, » acquiesça-t-elle avec sérénité, même si tous deux savaient que sa maison se trouvait dans la direction opposée. Les boutons d'or ont le don d'attirer le regard. Il regarda la fleur abîmée comme s'il était surpris de la trouver là. « Je n'ai pas... Je veux dire, Lionel, il... Oh mon Dieu !» Il prit une inspiration tremblante. « Je ne devrais pas être ici. »« Eh bien, c'est à vous d'en décider, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Mais puisque vous êtes... » Le silence autour d'eux s'épaissit. Des oiseaux gazouillaient quelque part hors de vue, doucement inconscients. « Je me suis disputé avec lui hier, » murmura finalement Gresham. À propos du verre, il ne voulait pas entendre raison. Il insistait toujours pour apporter des changements dont personne ne voulait. « Oui, » murmura mademoiselle Marple. Il avait le don d'imposer ses idées comme des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Un rire sans humour lui échappa. Puis ses épaules s'affaissèrent. J'ai quitté la réunion furieux, mais il est resté avec mademoiselle Brand. Il a dit qu'il y avait une dernière question à discuter. Mademoiselle Marple enregistra ce détail dans son esprit. Tard dans la soirée, des documents administratifs de la paroisse. Une phrase qui suggérait de manière dérangeante l'existence de secrets. Gresham déglutit. « Pensez-vous que quelqu'un aurait pu le suivre ?»« Oh, j'imagine que oui, » répondit mademoiselle Marple d'une voix douce mais précise. « Il est difficile de se déplacer dans un village sans laisser de traces. Surtout sur les boutons d'or. » Ses jointures blanchirent autour de la fleur. « Je ne l'ai pas tué, mademoiselle Marple. Je le jure. » « Et pourtant, dit-elle doucement, vous craignez que quelqu'un puisse croire que vous l'avez fait. » Ses yeux brillèrent. « J'étais content de le voir partir, » admit-il dans un murmure rauque. « Est-ce que cela fait de moi un méchant ?» Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur sa manche. Être soulagé du départ d'une personne désagréable de sa vie ne fait pas de quelqu'un un méchant. C'est simplement humain. C'est ce que l'on fait de ses sentiments qui détermine la noirceur. Une larme coula sur sa joue avant qu'il ne se détourne brusquement, marmonnant qu'il avait besoin d'air, et s'éloigne précipitamment de la ruelle, laissant le bouton d'or écrasé sur son chemin, comme une pensée abandonnée. Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner. Il était curieux de constater que la culpabilité, méritée ou non, s'accrochait souvent aux personnes craintives. Mais la peur d'Arthur semblait moins liée à ce qu'il avait fait qu'à ce que quelqu'un pourrait dire qu'il avait fait. Elle rentra dans la maison lorsqu'on frappa à sa porte d'un coup sec et officiel. L'inspecteur Crabbe, son chapeau sous le bras, l'air tendu. « Mademoiselle Marple, je m'excuse de vous déranger, mais nous avons trouvé quelque chose dans la poche de M. Carroway. Je pensais que vous pourriez nous donner votre avis. » Il tendit un petit objet scellé dans un sac en papier. Une autre renoncule, pas écrasée cette fois-ci, aplatie, comme si elle avait été soigneusement conservée. Un gage d'amour, un souvenir ou une menace? Une renoncule en soi n'a que peu de signification, dit mademoiselle Marple calmement. Il faut tenir compte de qui l'a donnée et pourquoi elle a été conservée. Crabbe grogna. Nous avons également retrouvé de la correspondance dans son bureau à domicile. Des lettres de plainte, des menaces même. Des gens en colère contre ses projets. La colère est une fleur prévisible, fit remarquer mademoiselle Marple.
Le meurtre en est le fruit pourri. L'inspecteur hésita. Mademoiselle Marple. Lionel n'était pas d'ici, il n'était pas aimé, mais une violence pareille. Qui, à St. Mary Mead, risquerait sa réputation pour des boutons d'or? Quelqu'un qui considérait ces fleurs sauvages non pas comme une décoration, répondit-elle, mais comme le symbole de quelque chose qu'il ne pouvait supporter de perdre. Crabbe fronça les sourcils. Madame Clément, peut-être. Elle s'est beaucoup exprimée. Mademoiselle Marple pensa au pollen jaune qui tachait les mains de Madame Clément, à la panique qui transparaissait sous son ton poli. C'est possible, répondit Mademoiselle Marple. Mais Madame Clément me semble être une femme qui craint de perdre l'amour, pas son jardin. Crabbe l'observa un instant de plus. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Elle sourit faiblement. Des années d'observation. La nature humaine se développe comme un jardin. Si l'on regarde de près, les mauvaises herbes se révèlent. L'inspecteur acquiesça et prit congé. Mademoiselle Marple resta assise à son bureau, le stylo en main, mais immobile. Son jardin bruissait doucement à l'extérieur, les fleurs se balançant sous une brise ni douce ni cruelle, simplement persistante. Quelqu'un avait élaboré un plan avec la minutie d'un jardinier. Quelqu'un se croyait dans son droit. Quelqu'un avait écrasé l'innocence sous son talon et pensait que la fleur ne parlerait pas. Mais les boutons d'or se souviennent. Mademoiselle Marple reprit son tricot cet après-midi-là, mais elle fit moins de mailles que d'habitude. La laine glissait automatiquement entre ses doigts, mais son esprit vagabondait, au-delà du pont, parmi les champs, dans les recoins cachés du cœur des gens. On sonna à sa porte un bref trille nerveux. Mademoiselle Laetitia Brand se tenait sur le pas de la porte, les mains serrées autour d'un petit bouquet de boutons d'or enveloppé dans un morceau de ruban blanc. Ses yeux étaient cernés d'inquiétude. « J'espère que je ne vous dérange pas, mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix tendue comme un fil tiré. « Vous ne me dérangez jamais, » l'assura mademoiselle Marple en la faisant entrer. « Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez eu une matinée difficile. » Mademoiselle Brand s'assit avec précaution, comme si la chaise risquait de s'effondrer sous le poids de ses angoisses. « Je voulais vous apporter ceci. Lionel, Monsieur Carroway, a dit un jour que les boutons d'or appartenaient au jardin commun, aux gens qui s'en souciaient. » Sa voix se brisa. « J'ai pensé que vous les apprécieriez peut-être. » Mademoiselle Marple prit délicatement les fleurs. « C'est très gentil de votre part. » Mademoiselle Brand perdit son sang-froid. « Je ne supporte pas que les gens puissent penser. » Elle déglutit péniblement. Ce n'était pas un homme facile, mais il méritait tout de même un peu de décence. Dans la vie comme dans la mort, dit doucement mademoiselle Marple. Une larme coula sur la joue de mademoiselle Brand. Elle l'essuya comme si elle avait honte de montrer son chagrin pour quelqu'un qui ne manquerait à personne. « Le connaissiez-vous bien ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Mademoiselle Brand baissa les yeux. « Nous travaillions parfois tard, oui. Il avait des fardeaux. Il se sentait mal aimé, incompris, même méprisé. Et que faisait-il de ses sentiments ?» demanda mademoiselle Marple d'une voix douce. Le silence de mademoiselle Brand était éloquent. Une petite confession tremblait derrière ses lèvres, craignant d'être prononcée. « Il vous faisait confiance, » dit mademoiselle Marple à sa place, la gentillesse ouvrant la porte là où l'interrogatoire n'y était jamais parvenu. Le visage de mademoiselle Brand se décomposa. Il disait que j'étais la seule personne du village à voir qu'il essayait plutôt que de tout gâcher. Il disait que je lui donnais de l'espoir. Et c'était le cas ? Demanda mademoiselle Marple. Mademoiselle Brand croisa son regard pour la première fois, les yeux brillants de culpabilité et d'un sentiment plus intense, peut-être de l'amour. J'ai essayé. Puis elle se leva brusquement. Je n'aurais pas dû venir. Les gens vont parler. Ils parlent toujours.
Elle lissa sa jupe, sans remarquer que du pollen recouvrait le bout de ses doigts, formant une petite tache jaune sur sa peau tremblante. Mademoiselle Marple vit la panique qui l'envahissait, la terreur des accusations qui pourraient se multiplier comme des mauvaises herbes si elles n'étaient pas rapidement étouffées. « Vous pouvez venir quand vous voulez », dit mademoiselle Marple, tandis que mademoiselle Brand se précipitait vers la porte qui se referma dans un murmure de désespoir. La pièce redevint silencieuse. Mademoiselle Marple posa le bouquet de renoncules dans un petit verre près de la fenêtre. Leurs pétales lumineux regardaient vers l'extérieur, innocents mais imprégnés de tristesse. Elle venait à peine de regagner sa chaise qu'un autre visiteur arriva, pénétrant dans son jardin avant qu'elle n'ait pu le saluer. Le docteur Haydock, le visage sombre. « Jane », dit-il d'un ton familier mais pas désagréable. « Je ne devrais pas rester longtemps, j'ai des visites à faire, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Sa voix baissa d'un ton. La contusion sur la mâchoire de Lionel a été infligée par une personne droitière, avec beaucoup de force. Mademoiselle Marple acquiesça. « Un coup de poing, peut-être. »« Probablement, » confirma le médecin. Il était conscient après coup. La véritable cause du décès. Il soupira. L'étranglement. Miss Marple interrompit son tricot. Quelqu'un l'a maintenu suffisamment longtemps pour achever ce que le premier coup avait commencé, dit Haydock, le regard assombri. Pas un moment de panique, mais un contrôle délibéré. Il posa un papier plié sur sa table. Le fragment de gant trouvé dans la haie. Le groupe sanguin n'est pas celui de Lionel. « Et la renoncule dans sa poche ?» demanda mademoiselle Marple. Haydock expira. Difficile à dire. Cela pourrait être sentimental. Cela pourrait être symbolique. Son regard se posa sur ses fleurs. Cela ne signifie rien en soi. Rien en soi, répéta mademoiselle Marple doucement, mais placé parmi d'autres indices. Haydock acquiesça brièvement. Votre esprit est déjà en avance sur nous tous. Il prit son chapeau. Soyez prudente, Jane. Celui qui a fait cela n'en a pas fini avec ses mensonges. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les mensonges sont souvent plus fragiles que ne le soupçonnent ceux qui les gardent. Quand il partit, elle se tint à nouveau à la fenêtre. Les boutons d'or au bord de la route brillaient comme de l'or renversé. L'un d'eux était tombé du bouquet de mademoiselle Brand et gisait écrasé là où elle avait marché. Innocent, mais marqué par l'angoisse. Une empreinte menant à la peur. Elle vit ensuite M. Prothero, qui s'éloignait précipitamment du bureau du conseil municipal avec une liasse de papiers sous le bras, des papiers jaunes qui flottaient dans la brise. Son regard se porta vers le pont avant qu'il ne disparaisse dans Old Mill Road. Le soupçon était une chose vorace. Il dévorait les sourires polis des voisins et laissait derrière lui de minces ombres, là où la confiance avait autrefois grandi. Mademoiselle Marple retourna, lentement, à sa table. Elle ne prit pas son tricot. Au lieu de cela, elle ouvrit le tiroir de son bureau, révélant un petit carnet. Sur la première page vierge, elle écrivit « Renoncule, motif. Innocence écrasée. Scène du crime. Madame Clement, main tachée de pollen. Mademoiselle Brand, bouquet, lien émotionnel. Gresham, peur, fleur écrasée. Prothero, papier jaune. Agitation. Puis, en dessous, cause, personnel, très personnel. Motif, protection ou possession de la beauté. Elle tapota son menton avec son crayon. Les boutons d'or poussaient où bon leur semblait. Un symbole de liberté qui résistait au contrôle. Lionel avait tenté d'étouffer cette liberté. Quelqu'un lui avait résisté. Et quelqu'un qui aimait farouchement la beauté, était prêt à tuer pour elle. Miss Marple referma le carnet. Les boutons d'or à l'extérieur se balançaient, comme s'ils acquiesçaient à la vérité qui commençait à se révéler. Le soir s'installa avec une paix trompeuse sur St. Mary Mead, le clair de lune inondant les rues où la lumière du jour avait révélé plus tôt une certaine agitation.
Sous cette lueur argentée, le village semblait inchangé. Haies soignées, cottages bien entretenus, boutons d'or toujours éclatants sur le verre fané. Mais mademoiselle Marple savait que l'obscurité s'était infiltrée dans chaque pétale de calme. Elle marcha avec précaution vers le jardin du presbytère. Les cléments étaient connus pour leurs fleurs, en particulier celles du début de l'été. Des boutons d'or poussaient à l'état sauvage le long de leur bordure, formant une profusion de jaune qui, selon le vicaire, lui rappelait les joies de son enfance. Mais l'inquiétude de madame Clement hantait les pensées de mademoiselle Marple. Les fenêtres du rez-de-chaussée du presbytère étaient éclairées, les rideaux de dentelle immobiles. Mademoiselle Marple s'approcha discrètement, ne souhaitant pas s'immiscer, mais seulement observer. Elle s'arrêta près de la haie, cachée par les rosiers grimpants, et regarda madame Clement entrer dans la maison, arpentant la pièce d'un pas nerveux, une lettre serrée dans la main. La lettre, mademoiselle Marple plissa les yeux, avait les bords froissés et une tache jaune sur le pli. Encore du pollen de renoncule. Il était partout, aujourd'hui, comme une piste que la vérité s'obstinait à suivre. Comme si ses pensées l'avaient appelée, madame Clement sortit brusquement par la porte arrière, serrant un châle autour de ses épaules. Elle se dirigea rapidement vers la petite serre, ni tranquillement, ni craintivement, mais avec détermination. Mademoiselle Marple resta dans l'ombre des roses. À l'intérieur de la serre, la lumière du gaz vacillait au-dessus des rangées de plantes en pot. Madame Clement s'agenouilla, souleva une motte de terre sous un grand pot et glissa la lettre sous la terre avec des doigts tremblants. Mademoiselle Marple s'avança doucement. « Ma chère madame Clement, dit-elle gentiment, enterrer quelque chose ne met que rarement fin à la situation. » Madame Clement eut le souffle coupé, se levant rapidement et renversant le pot voisin. De la terre se répandit sur le sol de la serre. Sous le pot renversé, un bouton d'or écrasé se fanait comme un minuscule témoin brisé. « Oh, mademoiselle Marple, je n'ai pas entendu. » Sa voix tremblait violemment. « Personne ne s'attend à être vu dans de tels moments, » répondit mademoiselle Marple en s'approchant, les mains paisiblement jointes. Mais les secrets enfouis depuis trop longtemps ont tendance à remonter à la surface, comme des racines à la recherche d'air. Madame Clement perdit son sang-froid. Des larmes coulaient sur ses joues, scintillant sous la lumière de la lampe. « Ce n'est rien. Une erreur, juste une lettre de Lionel. Je ne pouvais pas laisser l'inspecteur la trouver. Il aurait mal compris. Aidez-moi à comprendre, » demanda gentiment mademoiselle Marple. Madame Clement hésita, luttant contre les mots qu'elle voulait garder secrets. Lionel a menacé de révéler quelque chose du passé de mon mari. Une indiscrétion sans importance, il y a longtemps. C'est ridicule que cela ait de l'importance aujourd'hui, mais dans un village comme celui-ci. La réputation est une chose délicate, conclut mademoiselle Marple doucement. Oui. Madame Clement lui saisit la main désespérément. Vous voyez, si tout le monde savait, une telle peur pouvait en effet pousser quelqu'un à commettre des actes sombres. Mais la peur avait aussi de nombreuses nuances. La panique, la fierté, l'instinct protecteur. Lionel avait-il l'intention de vous faire chanter ? Demanda gentiment mademoiselle Marple. Madame Clement frissonna. Il voulait mon soutien, que j'approuve le projet. Il disait que sinon, la paroisse pourrait finir par considérer le vicaire comme une autorité moins morale. « Et vous avez refusé ?» demanda mademoiselle Marple. « Oui, » murmura-t-elle. Il était furieux. Mademoiselle Marple remarqua le pot brisé, la terre éparpillée, le bouton d'or écrasé sous leurs pieds. Quand cette conversation a-t-elle eu lieu ? Hier soir. Tard. Madame Clement se serra dans ses bras. Il est venu à l'improviste. Mon mari dormait. J'ai parlé avec Lionel à travers le portail du jardin. Une pause. Il avait l'air
Désespéré, l'esprit de mademoiselle Marple se mit à réfléchir. Lionel Carroway, isolé, mal aimé, accroché au pouvoir. Perdre le soutien du presbytère aurait pu détruire son dernier filet d'influence. Et après cela ? Demanda mademoiselle Marple. Madame Clement tordit son châle entre ses mains tremblantes. Il est parti. J'ai pensé que c'était fini. Mais ce matin, cet horrible matin... Elle s'effondra alors, secouée de sanglots comme par une tempête soudaine. Mademoiselle Marple la soutint doucement et la guida vers le banc à l'intérieur de la serre. Les larmes arrosèrent souvent des vérités enfouies. Lorsque Madame Clement se calma, Mademoiselle Marple lui dit doucement : « Vous avez peur que quelqu'un pense que vous l'avez fait taire ?» Madame Clement acquiesça, incapable de parler. « Et vous craignez que la honte que vous avez essayé d'éviter ne cause maintenant votre perte », conclut doucement Mademoiselle Marple. « Mon mari, » murmura Madame Clement, « n'a jamais su, si cela venait à se savoir. » Un battement d'ailes, minuscule, frénétique, effleura l'intérieur du toit de la serre. Un papillon de nuit, cherchant à s'échapper. Mademoiselle Marple comprit alors. Madame Clement n'était pas une meurtrière. C'était une femme qui aimait son mari et craignait la honte plus que la mort. Et pourtant, de tels motifs pouvaient inspirer des choix radicaux. Détruire des lettres, cacher des preuves, mais pas frapper quelqu'un avec une froide détermination. Mademoiselle Marple se leva lentement. « Il y a une autre vérité qui fleurit ici, » dit-elle doucement. « Et elle a des racines plus profondes qu'une réputation ternie. » Dans l'obscurité derrière la vitre, des pas crissaient faiblement. Madame Clement se figea, les yeux à nouveau remplis de peur. Mais mademoiselle Marple s'avança et poussa la porte de la serre. Arthur Gresham se tenait dans le clair de lune, le souffle rapide, l'expression sauvage. Des boutons d'or étaient écrasés sous ses chaussures. « Vous ne devriez pas être ici », siffla-t-il, sans qu'elle puisse dire s'il s'adressait à mademoiselle Marple ou à madame Clement. La voix de mademoiselle Marple resta parfaitement calme. « Monsieur Gresham, peut-être pourriez-vous nous dire où vous étiez à l'aube ?» Son regard se détourna, la culpabilité lui nouant la langue, avant qu'il ne puisse former un mot. « Moi, pourquoi je saurais quoi que ce soit à ce sujet ? Lionel avait des secrets. Tout le monde le sait. » Les renoncules se balançaient dans la brise nocturne, leurs touches de jaune vif se reflétant dans l'ombre. Elles semblaient presque accusatrices à présent, telles de minuscules lanternes éclairant le chemin de la culpabilité. Mademoiselle Marple remarqua la tension qui crispait la mâchoire de M. Gresham. Le tremblement de sa main, sa peur grandissait trop rapidement pour qu'il soit innocent. Elle s'avança. « Quelqu'un a frappé Lionel en premier, » dit-elle calmement. « Un coup impulsif, de la colère, pas un acte prémédité. » Gresham tressaillit. Madame Clement eut le souffle coupé. « Vous ?» Il serra les poings, impuissant. « Il m'a provoqué !» s'écria-t-il. « Il m'a aussi menacé. Il m'a dit que je perdrais mon poste. Il aimait voir les gens se tortiller. Voilà ce qu'il aimait. Mais je l'ai laissé en vie, je le jure. » Mademoiselle Marple le regarda avec une compréhension triste. La colère pouvait blesser, mais le meurtre exigeait une main plus froide. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait agi après le premier coup. Quelqu'un qui croyait que la beauté devait être protégée. Quelqu'un qui aimait les boutons d'or avec trop de ferveur. L'innocence écrasée. La beauté défendue. La possession déguisée en protection. La vérité se dévoilait comme une fleur qui perce la terre. La porte de la serre était entr'ouverte derrière mademoiselle Marple, tandis qu'elle regardait la panique de M. Gresham se dissoudre dans le silence. Madame Clement était assise, recroquevillée sur le banc à l'intérieur, son châle serré autour d'elle, les paumes légèrement tachées de jaune par le bouton d'or qu'elle avait écrasé plus tôt. L'air était lourd,
non seulement de peur, mais aussi de la terrible prise de conscience que la vérité ne s'arrêterait pas à Lionel Carroway. Elle ferait d'autres victimes avant que tout cela ne soit terminé. « Monsieur Gresham, » dit doucement mademoiselle Marple, « la colère peut mener au bord du précipice, mais elle le fait rarement basculer. Quelqu'un d'autre a franchi le dernier pas, le pas terrible. » Son ton était calme, mais ses yeux scrutaient son visage crispé, à la recherche de nouvelles fractures. Il balbutia, la voix cassée comme de la glace fine. « Vous devez me croire, je l'ai laissé, vivant. Il était en colère contre moi, parce que j'avais refusé ses demandes. Mais je suis parti. »« Et mademoiselle Brand ?» demanda mademoiselle Marple avec une curiosité modérée. « Est-elle restée derrière ?» Gresham retint son souffle. Il détourna le regard. Avant qu'il n'ait pu répondre, un cri déchira la nuit, rauque et terrifié. « Inspecteur, docteur, vite !» Le cri venait de la prairie derrière le presbytère. Monsieur Potts, le marguillier, courut vers eux, pâle comme la lune, haletant frénétiquement. « C'est mademoiselle Brand, » haleta-t-il. « Elle est... Oh mon Dieu, quelqu'un, s'il vous plaît !» Ils se précipitèrent à sa suite. Mademoiselle Marple d'un pas vif mais mesuré, Gresham trébuchant de peur, Madame Clement se couvrant la bouche comme pour retenir un cri. Le pré au-delà des haies, qui offrait auparavant un spectacle d'une douce beauté, se révéla être un cauchemar éclairé par la lanterne que l'inspecteur avait levée à la hâte. Là, parmi les boutons d'or, des dizaines d'entre eux écrasés sous son corps, gisait mademoiselle Laetitia Brand. Immobile, les yeux fermés, la peau cireuse sous la lumière argentée de la lune. Un seul bouton d'or reposait sur sa poitrine, placé avec une terrible délibération. Le docteur Haydock s'agenouilla instantanément, cherchant son pouls du bout des doigts. Il serra les mâchoires. Elle est en vie, à peine. Il cria par-dessus son épaule. « Allez chercher des couvertures, vite !» L'inspecteur Crabbe, arrivé à bout de souffle, balaya la scène du regard tandis que la lumière de la lanterne tremblait sauvagement à travers le champ jaune. Que s'est-il passé ici? Depuis combien de temps? Potts balbutia. Je fermais l'église pour la nuit. J'ai vu quelque chose, une ombre, courir vers le chemin arrière. Puis j'ai vu. Sa voix se brisa. Mademoiselle Marple s'agenouilla en silence à côté de mademoiselle Brand. La main de la jeune femme serrait toujours un morceau de ruban blanc déchiré. Le même ruban qu'elle avait noué autour des boutons d'or qu'elle avait apporté plus tôt. Mais maintenant, le ruban était maculé de terre et d'une substance plus sombre. « Étranglé » murmura l'inspecteur Crabbe à Haydock. Haydock acquiesça d'un air sombre. « Même méthode, même main !» L'inspecteur jura doucement. Le tueur a recommencé, ou alors c'était son intention depuis le début. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les boutons d'or qui les entouraient, leurs pétales pliés dans des directions anormales, leurs tiges brisées sous des pas précipités. Les fleurs racontaient une histoire. Mademoiselle Brand s'était débattue. Elle avait couru, elle n'était pas venue ici de son plein gré. Crabbe se tourna vers Gresham. « Où étiez-vous » Gresham recula. « J'étais avec mademoiselle Marple. »« Demandez-lui. » Mademoiselle Marple acquiesça légèrement, un bouclier silencieux de vérité. L'inspecteur passa à autre chose. Les sanglots de madame Clement devinrent incontrôlables. Je pensais qu'enterrer cette lettre serait la pire chose de la soirée, mais ça... Mademoiselle Marple posa une main réconfortante sur son bras. « Courage, ma chère. Nous sommes sur le point de comprendre. » Crabbe balança la lanterne, dont la lumière balaya un étroit sentier menant hors de la prairie, vers les vieux arbres près de la maison abandonnée du jardinier. Les pétales y étaient écrasés en formant une ligne droite. Le tueur s'était enfui par là. « Nous le suivrons dès l'aube, » déclara Crabbe. « Non, » dit calmement mademoiselle Marple.
Vous devez le suivre maintenant. » Crabbe avait l'air exaspéré. « Mademoiselle Marple, la moitié du village est terrifiée. L'autre moitié est suspecte. »« Oui, » dit-elle doucement. Mais la peur se propage rapidement, tandis que la culpabilité tente de se cacher. Et l'obscurité est l'allié de ceux qui croient détenir la vérité. Ce meurtre, cette tentative de meurtre, n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de protection, possession, et un besoin brûlant de défendre quelque chose de précieux, qui s'est transformé en cruauté. Crabbe hésita, le poids des conséquences pesant sur lui, puis aboya des ordres à ses agents. Des lanternes se multiplièrent à travers la prairie, leurs faisceaux de lumière fendant la nuit comme un espoir désespéré. Mademoiselle Marple resta avec Mademoiselle Brand, pendant que le médecin préparait une civière. Gresham s'effondra à genoux, sanglotant, partagé entre la honte et le soulagement. « Elle a essayé de l'aider, » murmura-t-il d'une voix rauque, « et quelqu'un l'a punie pour cela. » Miss Marple observa silencieusement, non pas le corps qui était maintenant soulevé avec beaucoup de précaution, mais le bouton d'or qui avait été placé dessus. Une signature, un avertissement, une revendication. Quelqu'un se considérait comme le jardinier de ce village et avait décidé quelles fleurs méritèrent de fleurir et lesquelles devaient être arrachées. Mademoiselle Marple se leva, le visage marqué par la tristesse. « Inspecteur, » dit-elle d'une voix claire et posée, « ce n'était pas un hasard. Quelqu'un a attiré Mademoiselle Brand ici, et cette personne voulait qu'elle meure. » Crabbe se retourna, le regard frustré. Mais pourquoi elle, si elle aimait Lionel? Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur les boutons d'or qui brillaient faiblement sous la lune. « L'amour, » dit-elle doucement, « devient dangereux lorsqu'il se croit le seul amour autorisé. » Derrière eux, Madame Clement murmura une prière. Gresham pleurait ouvertement, et dans le cœur de Mademoiselle Marple, une sombre et terrible prise de conscience s'épanouit. Il y avait une troisième paire de mains à l'œuvre, des mains calmes et prudentes, des mains qui plantaient des fleurs, des mains qui chérissaient la beauté, des mains qui étrangleraient quiconque menacerait ce qu'elles adoraient. La prairie, autrefois lieu de rire, portait désormais l'empreinte d'un tueur qui se croyait juste. Les boutons d'or, brillants et délicats, étaient devenus un cimetière. Les faisceaux des lanternes vacillaient, tandis que les policiers s'enfonçaient dans la lisière des arbres, leurs lourdes bottes cassant des brindilles, dispersant des pétales et envoyant des oiseaux effrayés dans l'obscurité. La prairie derrière eux brillait d'une beauté envoûtante, un champ de boutons d'or cachant la violence sous sa douceur. Mademoiselle Brand fut transportée vers l'ambulance. Sa respiration était faible mais heureusement présente. Mademoiselle Marple resta immobile un instant de plus, les yeux suivant le chemin tracé à travers les fleurs sauvages. Une traînée de pétales meurtris et de tiges brisées. Crabbe s'approcha, le visage tendu. « J'ai posté des hommes pour surveiller toutes les sorties du village, » rapporta-t-il. « Si le coupable s'est enfui, nous l'attraperons. » Mademoiselle Marple secoua très doucement la tête. « Non, inspecteur, il n'a pas quitté St. Mary Mead. » Il fronça les sourcils. « Vous semblez en être certaine. »« L'innocence s'enfuit, » murmura-t-elle. « Mais la justice reste pour s'occuper de son jardin. » Crabbe semblait vouloir contester, mais il se ravisa. La nuit avait été trop agitée pour qu'il puisse nier la justesse de son intuition. Mademoiselle Marple se dirigea vers le presbytère, sa jupe effleurant l'herbe éclairée par la lune. Elle retraça le chemin emprunté plus tôt par Madame Clement, à travers la haie où poussaient des boutons d'or en grappes serrées, jusqu'au cœur tranquille du jardin où l'obscurité s'était installée sous la tonnelle de rose. Elle s'arrêta. Les boutons d'or écrasés formaient une deuxième trace, qui ne menait pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur.
plus profondément dans le terrain du presbytère. Madame Clement la regardait depuis la porte de la serre, se tordant les mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Mademoiselle Marple, que cherchez-vous » ? « Des motifs, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Des fleurs écrasées ici, des fleurs écrasées dans la prairie. Quelqu'un qui connaît très bien ces chemins s'est déplacé rapidement entre les deux. » Madame Clement ouvrit la bouche, confuse et effrayée. Mademoiselle Marple s'avança d'un pas décidé vers les parterres de fleurs, qui brillaient d'un éclat doré sous le clair de lune. Les boutons d'or avaient été laissés pousser ici plus que partout ailleurs dans le village. Ils avaient peut-être même été cultivés. Quelqu'un les avait nourris, admirés, possédés. La porte de la petite remise à outils était entr'ouverte. Mademoiselle Marple fit un pas vers elle, et une voix surgit de l'ombre. « Vous ne devriez pas être ici. » Arthur Gresham sortit de l'ombre, le souffle irrégulier, mais le regard plus clair, cherchant désespérément à se contrôler. Sa main droite, qui venait d'être crispée par la panique, serrait maintenant une petite pelle de jardinage. Un outil de jardinage dont le tranchant avait été affûté par un usage prolongé. Mademoiselle Marple ne broncha pas. « Vous accordez beaucoup d'importance aux apparences, » dit-elle doucement. « À l'ordre, à ce que le village reste pittoresque. » Les lèvres de Gresham se serrèrent. Lionel voulait tout détruire. Il voyait des mauvaises herbes là où il y avait de la beauté. Il se moquait de tout ce qui rendait cet endroit paisible. « Alors vous l'avez confronté, » continua calmement Mademoiselle Marple. « Vous l'avez frappé dans un accès de colère. Mais vous êtes parti avant sa chute. »« Oui, » rétorqua Gresham, la colère renaissant en lui. « Je l'ai laissée debout. Puis elle est arrivée, avec ses paroles douces et sa pitié, et il l'a choisie, elle, plutôt que tout le reste. Mademoiselle Brand. Et l'amour, mêlé de jalousie. Vous adoriez Mademoiselle Brand, dit Mademoiselle Marple. Elle était douce avec les boutons d'or. Elle voyait la beauté comme vous. Gresham serra plus fort le râteau. Elle aurait dû être avec moi. La voix de Mademoiselle Marple s'adoucit encore davantage, le piège se resserrant de manière invisible. Pourtant, elle a défendu Lionel, et vous avez cru qu'elle avait trahi le jardin que vous chérissiez. Une lueur d'angoisse traversa son visage. Elle lui a parlé des pétitions. Elle lui a dit que j'avais falsifié des signatures juste pour mettre fin à ses projets. Sa voix se brisa. Elle pensait que l'amour signifiait l'honnêteté. Elle ne comprenait pas « j'ai tout fait pour nous ». Et lorsqu'elle a rejeté cette croyance, dit Mademoiselle Marple avec tristesse, vous avez essayé de vous débarrasser d'elle comme vous vous étiez débarrassé de Lionel. Car si elle ne pouvait être votre fleur, elle ne pouvait être celle de personne. Sa respiration devint plus bruyante, plus saccadée. Je voulais seulement lui faire peur, la faire taire. Mais la peur et la possession, dit Mademoiselle Marple, ne s'éliminent pas si facilement une fois qu'elles ont pris racine. Gresham fit alors un pas en avant, la truelle levée, mais son pied écrasa un bouton d'or sous son talon, et il baissa les yeux, comme si la fleur elle-même avait crié. Cela le brisa. Sa voix se brisa dans un murmure rauque. J'aimais ce village. Je l'aimais. Je voulais seulement la beauté. On ne peut pas cultiver l'amour en étouffant ce qui vit, murmura Mademoiselle Marple. Des agents de police firent irruption dans le jardin, inondant l'espace de la lumière de leurs lanternes. Gresham se figea sous leurs regards, un jardinier démasqué pour sa violence. La truelle tomba de sa main. Ses genoux s'enfoncèrent dans les renoncules qu'il avait si désespérément cherché à préserver. Crabbe signala l'arrestation, le visage empreint à la fois de victoire et d'horreur. « Il sera accusé de meurtre, » dit l'inspecteur. « C'est fini. » Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur les parterres de fleurs,
Certains boutons d'or étaient manches et piétinés. D'autres restaient éclatants d'innocence, malgré tout ce dont ils avaient été témoins. « Non, inspecteur, » dit-elle doucement. Crabbe cligna des yeux. « Non. Il y a encore une vérité enfouie, » répondit mademoiselle Marple d'une voix aussi fine qu'une aiguille enfilant de la soie. Un autre secret sous les racines, une raison qui a poussé non pas une, mais 2 personnes dans les ténèbres. Les agents de police aidèrent Gresham à se relever. Madame Clément sanglotait dans son châle. La lune observait en silence. Mademoiselle Marple recula vers la porte encore entr'ouverte de la remise à outils et aperçut à l'intérieur une boîte en fer verrouillée, peinte en vert. Elle soupçonnait que cette boîte renfermait la vérité qui permettrait de résoudre complètement cette affaire. Les boutons d'or, secoués par la brise nocturne, hochèrent la tête comme pour l'inciter à avancer vers la floraison finale de la révélation. La remise à outils sentait la terre humide et le vieux bois, une odeur qui promettait généralement la vie, mais qui, ce soir-là, était empreinte d'une certaine tristesse. Mademoiselle Marple entra avec une certitude tranquille, la lumière de la lanterne du jardin se répandant sur l'établi où les outils étaient soigneusement rangés. Celui qui utilisait cette remise croyait à l'ordre, à la douce discipline qui consiste à entretenir la beauté. La boîte en fer vert était nichée sous un rouleau de ficelle. Une peinture enfantine ornait le couvercle. Des boutons d'or éparpillés dans un champ vert. Les bords étaient ébréchés par des années d'utilisation soigneuse. Mademoiselle Marple la souleva. « Permettez-moi, » dit l'inspecteur Crabbe, qui venait d'arriver derrière elle. Sa voix avait un ton autoritaire, mais mademoiselle Marple perçut un tremblement sous-jacent. Des affaires comme celle-ci privèrent de sommeil même les hommes les plus aguerris. Il sortit un petit crochet et déverrouilla le couvercle avec un claquement qui résonna comme un faible cri. À l'intérieur, des boutons d'or pressés, conservés entre des pages cirées. Des photographies, Lionel Carroway, souriant rigidement à côté de mademoiselle Brand, devant la bibliothèque. Un paquet de lettres, attaché par un ruban blanc décoloré. Et sous tout cela, une carte du conseil marquée en rouge au crayon. La carte montrait le projet de développement, le bulldozage des champs de fleurs sauvages et l'extension du trottoir à travers Buttercup Meadow. Des lignes rouges féroces traversaient le cœur de l'innocence. Mademoiselle Marple souleva une photo. Gresham l'avait prise lui-même. Mademoiselle Brand souriait. Lionel était proche, mais sans la toucher. La distance entre eux était remplie de murs tacites. Une ombre bougea derrière elle. Gresham, les mains désormais liées. Ses yeux étaient vitreux, empreints d'un mélange de désir et de désespoir. « Je les ai gardés, » dit-il d'une voix brisée. La preuve qu'il l'aimait, la preuve qu'il allait tout gâcher et qu'elle continuait à le défendre. Mademoiselle Marple regarda les boutons d'or pressés. « Vous n'avez pas pressé ceux-ci pour Lionel. »« Non, » murmura Gresham. « C'était pour elle. Je voulais qu'elle se souvienne à quel point elle avait sa place ici, à quel point cet endroit avait besoin d'elle. » Mademoiselle Marple posa la photo. « L'amour peut être beau, » dit-elle doucement, mais l'obsession s'y enchevêtre comme des lianes étrangleuses. Crabbe examina les lettres. Des menaces furieuses provenant des habitants de la ville, notamment M. Potts et Mme Protheroe. Pourtant, aucune ne parlait de mort, seulement de désespoir. Mademoiselle Marple les parcourut, puis s'arrêta sur une écriture différente, élégante, précise. Madame Clément. Crabbe se pencha par-dessus son épaule. Une lettre de la femme du vicaire. Mademoiselle Marple la déplia lentement. L'encre tremblait, la peur préservée sur le papier. « Lionel, arrêtez ces menaces. Je vous en supplie. Mon mari est un homme bon. Épargnez-le. Je ne trahirai pas le jardin. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Le jardin. Toujours le jardin. Crabbe fronça les sourcils. Alors elle savait. Oui,
murmura mademoiselle Marple. Mais savoir n'est pas vouloir. Madame Clement craignait d'être démasquée, mais elle a planté des boutons d'or, elle a cultivé l'innocence. Crabbe fronça les sourcils. Alors qui? Gresham a porté le premier coup. Il a suivi Brand. Mademoiselle Marple l'interrompit doucement. Il a cassé le pot ce soir, mais un pot cassé ne fait pas de quelqu'un un meurtrier. Elle jeta un coup d'œil vers Gresham. Il s'est déchaîné, mais il a laissé Lionel en vie. La voix de Gresham se brisa. Je ne savais pas qu'il allait. Je ne l'ai pas suivi après ça. Je le jure. Miss Marple laissa le silence s'installer comme des pétales tombant d'une fleur. Quelqu'un d'autre s'est approché de Lionel après votre départ, continua-t-elle. Quelqu'un qui a vu une opportunité offerte par votre colère. Crabbe se raidit. Qui aurait pu savoir qu'il était seul? Miss Marple sortit, guidée par la lanterne vers la limite du presbytère, la porte arrière négligée où Madame Clement avait parlé avec Lionel la veille au soir. Les boutons d'or poussaient en abondance à cet endroit. Elle vit une autre trace dans la terre, des pas délibérés, puis une marque de traînée vers le pont. Et là, à moitié enfouie sous la terre, récemment retournée, une broche en argent avec un petit calice gravé, un symbole du bureau du vicaire. Crabbe la fixa du regard. Elle a donc menti. Non, dit doucement mademoiselle Marple. Elle s'est cachée. Madame Clement, qui tremblait toujours à l'entrée de la serre, cligna des yeux comme si elle risquait de disparaître sous le poids de sa peur. « Je vous ai tout dit !» s'écria-t-elle. « Vous m'avez tout dit sur vous-même !» répondit doucement mademoiselle Marple. Mais Lionel avait l'habitude de menacer plusieurs personnes à la fois. Les genoux de madame Clement se dérobèrent. « Mon mari ?» Mademoiselle Marple acquiesça avec une compassion tranquille. « Vous craignez pour sa réputation. » Mais la peur n'a pas frappé Lionel. La peur n'a pas étranglé mademoiselle Brand. Madame Clement sanglota. J'ai essayé de l'arrêter, je l'ai supplié, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mademoiselle Marple lui prit doucement les mains. Ce n'est pas vous qui lui avez serré la gorge. Gresham prit soudain la parole derrière eux, d'une voix faible. Qui d'autre était présent cette nuit-là? Seul le vicaire et sa femme vivaient ici. Et ils dormaient. Mademoiselle Marple le regarda, les yeux pleins de la sagesse acquise au fil des années passées à lire dans le jardin secret des cœurs humains. Le vicaire, dit-elle doucement, ne dormait pas. Madame Clement inspira brusquement, un cri retenu dans sa gorge. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix délicate comme une pétale pressée. Il est grand. Il est droitier, et il croit profondément qu'il faut éliminer la tentation de son troupeau. La lanterne de Crabbe trembla. Le vicaire? Mais c'est un homme de Dieu. Oui, murmura mademoiselle Marple, et les hommes de Dieu croient parfois qu'ils sont dieux, surtout lorsque la jalousie fleurit sur un sol sacré. Les yeux de Gresham s'écarquillèrent d'horreur. Madame Clement s'effondra sur une chaise, serrant sa poitrine. Je pensais qu'il avait seulement menacé de dire à Lionel de partir. Pas de... Le regard de mademoiselle Marple revint sur le chemin écrasé menant à la fenêtre du bureau du vicaire. Lorsque Lionel l'a confronté à propos de ses indiscrétions, votre mari a dû faire un choix, perdre sa réputation ou arracher la mauvaise herbe. Crabbe poussa un juron, et mademoiselle Brand s'est trop approchée de la vérité. Mademoiselle Marple inclina la tête. Il ne pouvait pas permettre qu'une autre fleur s'épanouisse là où il voulait de la pureté. Un bruissement rompit le silence de la nuit. Près de la porte du cimetière, une grande silhouette se tenait debout, à moitié cachée dans l'ombre. Le vicaire. Ses mains étaient tachées de jaune, du pollen de renoncule, aussi accablant que du sang. « Courez !» murmura madame Clement, la voix brisée par le désespoir. « S'il vous plaît, courez avant qu'il... » Mais mademoiselle Marple ne bougea pas. Parfois,
La vérité doit être dite dans le jardin où les mensonges ont poussé le plus haut. Le vicaire se tenait immobile sous la lune, une grande silhouette encadrée par les pierres tombales silencieuses du cimetière de St. Mary Mead. Son col ecclésiastique brillait faiblement comme une pâle cicatrice sur le fond sombre de son manteau. Pendant un long moment, il ne dit rien, et le silence lui-même semblait s'incliner sous le poids de ce qui était désormais compris. La main de l'inspecteur Crabbe flotta près de son étui, incertaine. Madame Clément tendit faiblement le bras, un cri coincé dans la gorge. Monsieur Gresham se recroquevilla contre le cadre de la serre, les yeux écarquillés d'horreur. Mademoiselle Marple s'avança seule, comme si elle s'approchait d'un animal blessé, dangereux uniquement parce qu'il souffrait. « Révérend Clément, dit-elle doucement, sortez de l'ombre. » Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était mesurée, calme comme un sermon. « Vous n'auriez pas dû vous en mêler, mademoiselle Marple. »« Mais c'est malheureusement une habitude chez moi, » répondit-elle doucement. Il leva les mains, paume vers l'extérieur, et elles brillèrent à la lumière de la lanterne. Jaune, du pollen collé comme une culpabilité. Le regard de mademoiselle Marple ne vacilla pas. Les renoncules sont au cœur de tout cela, vous voyez, écrasés sous la joue de Lionel, éparpillés sur mademoiselle Brand, étendus sur vos mains. Son expression se durcit. Les boutons d'or étaient destinés à embellir la création de Dieu, et non à être détruits par l'arrogance et la cupidité. « Pourtant, vous avez détruit bien plus que des fleurs, » murmura mademoiselle Marple. Il serra les mâchoires. Lionel Carroway était un fléau pour ce village. Il menaçait la beauté que j'avais juré de protéger. Il menaçait mon mariage. Il jeta un coup d'œil à sa femme, le désespoir se reflétant sur son visage. Et cela lui procurait un immense plaisir. « Il vous a provoqué, » reconnut mademoiselle Marple, « mais la provocation n'est pas une justification. »« Il s'est moqué de moi, » continua Clément, la voix tendue par une rage longtemps contenue. « Il a joué sur mes faiblesses, a déterré de vieux péchés, puis il a dit qu'il allait tout raconter au village. » Ses yeux brillèrent d'une lueur féroce. Un berger ne peut pas diriger son troupeau si celui-ci oublie le respect. Mademoiselle Marple acquiesça lentement. Alors, quand Arthur Gresham a frappé Lionel sur le pont, vous y avez vu une opportunité. Gresham est parti. Lionel est resté, désorienté, seul, dit Clément. Et alors j'ai su, Dieu m'avait donné une chance de rétablir la paix. Ses mains tremblaient. Une mauvaise herbe doit être déracinée avant qu'elle ne tue ce qui est beau. « Et mademoiselle Brand ?» demanda mademoiselle Marple. Quel mal avait-elle fait? Une lueur plus froide brillait désormais dans ses yeux, non pas de la rage, mais de la droiture. Elle aimait trop la beauté. Elle l'aimait. Ses lèvres se courbèrent sous l'effet du chagrin et du ressentiment qui se livraient ma bataille. Je les ai entendus chuchoter sous les arbres. Elle disait qu'elle tenait à lui, qu'elle l'aiderait, qu'elle garderait ses secrets. Et cela, murmura mademoiselle Marple, vous ne pouviez le pardonner. Sa voix se réduisit à un murmure fervent. Elle l'aurait conduit à la tentation, à la destruction. Je devais protéger notre foyer. Notre amour, je devais protéger ma fleur. Mais les fleurs, dit doucement mademoiselle Marple, meurent quand on les serre trop fort. Pour la première fois, sa certitude vacilla. Il regarda sa femme, pâle, tremblante, brisée. « Agnès, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Madame Clément secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. « Tu as tué pour moi, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu as tué à cause de ta propre peur. » Il tressaillit comme s'il avait été frappé. L'inspecteur Crabbe s'avança. « Révérend Clément, je dois vous placer en état d'arrestation. »« Non. » Le vicaire leva une main, non pas en signe de défi, mais en signe de bénédiction. « Je vais vous suivre, mais ce village doit comprendre que j'ai protégé sa beauté, alors que d'autres ont échoué. »
Mademoiselle Marple prit à nouveau la parole, calmement, ses mots venant conclure une histoire, désormais achevée. La beauté protégée par la violence devient laideur, révérend. Vous avez étranglé l'innocence pour la préserver. C'est la plus grande destruction qui soit. Il ferma les yeux, et dans ce silence, la vérité s'installa comme de la terre, sur une tombe peu profonde. Crabbe fit signe à ses agents. Ils s'approchèrent avec une prudence respectueuse et placèrent le vicaire en état d'arrestation. Sa femme s'effondra contre l'épaule de mademoiselle Marple, secouée de sanglots étouffés qui secouaient en son corps frêle. Gresham se détourna, incapable de regarder, bien que la culpabilité le tourmente également. Un homme dont la colère a semé une graine qu'un autre a choisi de récolter dans le sang. Mademoiselle Marple guida madame Clement vers un banc dans le jardin, tandis que les agents emmenaient le vicaire sous le regard solennel des anges de pierre de l'église. Les boutons d'or à leurs pieds tremblaient dans la brise nocturne, derniers témoins innocents du péché. L'inspecteur s'arrêta à côté de mademoiselle Marple. « Eh bien, vous aviez raison. Depuis le début. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fixa un bouton d'or qui poussait à côté du banc, ses pétales à moitié écrasés, à moitié brillants. Il n'y avait aucune satisfaction dans cette révélation, seulement de la tristesse, aussi vive que la vérité. Quand les fleurs tombent, le jardin s'en souvient. Quand l'innocence est blessée, le cœur n'oublie jamais. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux, laissant le poids de la justice s'installer. Les vérités les plus sombres fleurissaient souvent à partir des racines les plus délicates. Et à St. Mary Mead, les boutons d'or garderaient à jamais le souvenir de la main qui les avait brisés. Le soleil se levait lentement derrière la flèche du presbytère, dorant les cottages d'une lumière chaude. Les oiseaux gazouillaient. Un chariot de lait cahotait dans la rue principale. Et si un étranger se promenait dans le village à ce moment-là, il ne devinerait jamais que la mort était passée sur le pont Buttercup la veille, ni que l'obscurité avait fleuri si violemment sous les haies tranquilles. Mais St. Mary Mead le sentait. Miss Marple le ressentait aussi, debout près de la fenêtre de sa cuisine, les mains autour d'une tasse de thé léger. Les boutons d'or de son jardin se balançaient dans la brise, d'une luminosité provocante, comme si la vie insistait pour continuer malgré ce qui avait été brisé. Sur le pont Buttercup lui-même, des pétales frais avaient été dispersés, non pas dans le cadre d'une enquête, mais comme un acte de deuil discret. Quelqu'un avait pensé à honorer Lionel Carroway, même s'il n'avait été l'âme préférée de personne de son vivant. La mort avait le don d'adoucir même les réputations les plus dures. Mademoiselle Marple finit son thé et posa la tasse. Le village allait bientôt commencer à frapper à sa porte. Des voisins apportant des plats, des dames offrant une gaieté forcée, des hommes s'éclaircissant la gorge avec des condoléances maladroites. Mais avant cela, elle souhaitait rendre visite à quelqu'un par compassion et non par curiosité. Elle emprunta le chemin familier qui menait au jardin du presbytère. Les policiers avaient terminé leur travail depuis plusieurs heures. La serre était calme. La porte de la remise était désormais fermée, mais elle remarqua que le jardinier avait soigneusement balayé la terre du chemin et redressé les pots renversés. De petits gestes attentionnés, signe que même après une tragédie, le village aspirait à l'ordre. Madame Agnès Clement était assise sur un banc en bois sous la tonnelle de rose. Elle tenait un mouchoir blanc, en tordant les coins avec des doigts agités. Son teint était pâle, mais pas à cause de la peur, plutôt à cause du profond chagrin de quelqu'un dont le cœur s'était brisé et commençait seulement à se réparer. « Bonjour, Madame Clement », dit doucement mademoiselle Marple. Agnès sursauta, puis lui adressa un sourire fatigué. « Mademoiselle Marple, c'est très gentil de votre part d'être venue. J'ai pensé que vous apprécieriez un peu de compagnie.
répondit mademoiselle Marple en prenant place à côté d'elle. Les roses au-dessus d'elle reflétaient la lumière du soleil, leurs pétales brillants comme du vitrail. Agnès fixait les fleurs comme si elle y voyait des fantômes. Je n'arrête pas de penser que si seulement je lui avais parlé, vraiment parlé, il ne se serait pas senti si seul dans ses peurs. Peut-être n'aurait-il pas cru qu'il devait me protéger d'une manière aussi terrible. Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur son poignet. Personne ne peut prévoir comment les peurs d'une autre personne vont évoluer. Même l'amour peut changer lorsqu'il se croit absolu. La voix d'Agnès se brisa. Il pensait que Lionel était une menace pour tout ce que nous avions construit ensemble. Mais je ne lui ai jamais demandé de me défendre. Je ne lui ai jamais demandé de... Ces mots se dissolurent dans un silence tremblant. Les décisions qu'il a prises, dit mademoiselle Marple avec gentillesse, n'étaient que les siennes. L'amour ne se mesure pas à l'ampleur des efforts que quelqu'un est prêt à faire, mais au respect qu'il montre pour la liberté de ceux qu'il aime. Une larme coula lentement sur la joue d'Agnès. Le village lui pardonnera-t-il un jour? Le pardon, murmura mademoiselle Marple, comme les fleurs, vient par saison. Mais avec le temps, la gentillesse peut reprendre racine. Un petit moineau sautilla près de leurs pieds, picorant avec curiosité les pétales de renoncule écrasés qui jonchèrent le sol. Agnès l'observa, puis, d'une main tremblante, rassembla délicatement les pétales en un petit tas bien ordonné. Un geste discret, mais qui traduisait une volonté de guérison. Miss Marple se leva lentement. « La bonté sera aussi au rendez-vous pour vous, ma chère. Vous n'êtes pas seule. » Agnès acquiesça, mais son regard se porta à nouveau vers le cimetière où un policier s'attardait encore, rappelant l'irréparable. Mademoiselle Marple prit congé et redescendit le chemin du presbytère d'un pas calme et mesuré. Elle s'arrêta un instant au bord de la prairie, à l'endroit même où mademoiselle Brand était tombée. Des boutons d'or y brillaient aussi, éclatants comme des pièces de monnaie éparpillées. Mademoiselle Brand se remettrait, avait dit le docteur Haydock. Les blessures physiques guériraient. Le cœur, eh bien, les cœurs étaient comme des jardins. Avec le temps, les bons soins et l'élimination des mauvaises herbes étouffantes, ils surprenaient souvent par leur résilience. Un groupe d'enfants courait à l'autre bout de la prairie, sautillant par-dessus des parterres de fleurs jaunes. Des rires lui parvenaient, timides mais réels. Elle sourit faiblement. Le monde n'était pas brisé. Il était simplement fissuré, et la lumière du soleil filtrait déjà à travers. Lorsque mademoiselle Marple arriva à son cottage, elle s'arrêta devant son portail. Juste devant sa porte, un seul bouton d'or se dressait plus haut que ses voisins, doré, parfait, intact. Un symbole d'innocence qui avait souffert, mais avait résisté. Elle se pencha et l'examina de près, ajustant doucement sa tige avec ses doigts, pour qu'il capte mieux le soleil. « La beauté », murmura-t-elle au jardin silencieux, « est plus précieuse lorsqu'elle est libre. » Elle se redressa et s'essuya les mains. L'air frais emplit ses poumons. Une matinée calme, un nœud réparé à attacher sur son chapeau de jardinage et ses roses à entretenir avant le déjeuner. La vie continuait, comme elle devait toujours le faire, mais avec une compréhension plus profonde de sa fragile grâce. Mademoiselle Marple entra dans son cottage, laissant derrière elle la renoncule qui se balançait joyeusement, petit monument à ce qui avait été perdu et à ce qui restait.